Donc, comme résumé de notre raisonnement, un canal radio présente deux phénomènes. Une variation, premièrement, variation fréquentielle, qui n'est que l'effet des trajets multiples, ou bien l'interférence d'un symbole, qu'on peut décrire par cette inégalité dont le temps symbole est inférieur par rapport au temps d'étalement de trajets multiples, ou bien la bande de cohérence est inférieure par rapport à la bande passante du signal. Dans le cas contraire, en absence de l'effet d'interférence entre symboles, c'est-à-dire lorsque Tm est inférieur par rapport à durée symbole et la bande de cohérence supérieure à la bande du signal, on sous-entend qu'il n'y a que l'effet de variation temporelle du canal radio. En d'autres termes, c'est-à-dire que le signal il est multiplié par un facteur C de t. C'est pour ça qu'on parle d'évanouissement plat. Plat, pourquoi? Parce que la bande de cohérence supérieure à la bande passant du signal, donc le signal va subir une fonction de transfert de canal plat, sans distorsion d'amplitude. Et on parle d'évanouissement, pourquoi? Parce que l'effet du facteur multiplicatif du signal à la réception va engendrer une perte SMR. La seconde variation du canal due au multitrajet dans le même cluster, ainsi que l'effet Doppler, s'appelle variation temporelle. Ici, le signal à la réception est une fonction dépendante du temps. Cela est caractérisé par le temps de cohérence. Lorsque le temps de cohérence est inférieur par rapport au temps symbole, c'est-à-dire le temps symbole se voit affecté par des variations importantes du canal, on parle d'évanouissement à court terme, ou bien fast fading. Le fast fading peut être aussi décrit par cette inégalité, c'est-à-dire la bande Doppler supérieure à la bande du canal. Donc dans ces deux cas, le canal est tellement variable, dû par exemple à la vitesse importante du mobile, que la synchronisation et l'égalisation sont impossibles. La synchronisation, par exemple, c'est le dispositif PLR qui ne peut pas fonctionner dans un canal très variable, et l'égalisation, qui est un processus ou un algorithme pour compenser l'interférence entre symboles, n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le symbole qui permet d'identifier l'effet du canal se voit affecté. Donc on n'a pas accès à l'information relative au canal. Donc dans ce cas, le canal ne peut pas être compensé. La seule solution dans ce cas, c'est soit de modifier la durée symbole de telle façon que le canal devient avec un évanouissement long terme. C'est-à-dire les variations du canal deviennent moins rapides par rapport à la durée symbole. Ici on parle de slow fading. Le slow fading est lorsque le temps symbole est inférieur par rapport au temps de cohérence, c'est-à-dire le canal varie dans une durée supérieure à la durée symbole. Donc le canal est assez stable pour une synchronisation et une égalisation. Donc l'égalisation et la synchronisation sont possibles dans un évanouissement à long terme, c'est-à-dire un slow fading. Donc, afin d'illustrer l'effet de déformation du canal sur les performances d'un système radio, on va utiliser les courbes BER. La courbe BER, c'est quoi? C'est la probabilité d'erreur d'une liaison radio en fonction du SNR. Ici, par exemple, on se place dans le cas d'une modulation BPSK et on va voir la variation du BER en fonction du SNR. Donc, comme premier cas, le cas de référence, c'est la transmission dans un canal à bande illimitée, mais en présence d'un bruit gaussien. On voit bien sûr ici l'allure décroissante de la courbe BER en fonction du SNR croissant. Si par exemple on se met dans un cas de variation temporelle du canal, c'est-à-dire en absence d'IUS, c'est-à-dire bande de cohérence supérieure à la propagation du signal, et on se place dans le cas d'une variation lente du canal, c'est-à-dire le temps de cohérence
il est supérieur à la dual symbole, dans ce cas, on n'a qu'une variation. Là, on a une perte de SNR. Cette perte, par exemple, pour une probabilité d'erreur de 10 puissance moins 3, elle est caractérisée par cette différence. Donc la présence d'une variation temporelle va engendrer, par exemple, une perte SNR égale à 10 dB. Donc, transmettre dans un canal avec un flat fading revient à quoi? À transmettre dans un canal gaussien, mais avec un SNR dégradé de combien? De 10 dB dans ce cas. L'autre cas possible, c'est lorsque on n'a qu'une variation fréquentielle, c'est-à-dire la présence d'IES, qui revient à quoi? À une bande de cohérence inférieure à la bande passante du signal. Ici, on n'admet pas la variation temporelle. Ici, on a une déformation, ou bien une dégradation importante de la liaison radio, due à quoi? La présence d'IES. Donc ici, pour corriger ça, on doit faire appel à un égaliseur. Le résultat est le suivant. Donc d'année en année, on a toujours une tendance à l'augmentation des débits binaires à transmettre, ce qui implique une augmentation des bandes passantes et des signaux à transmettre aussi. Donc on est dans une situation des signaux broadband. Pourquoi? Parce que toujours la bande de cohérence elle est inférieure par rapport à la bande passante des signaux. Donc toujours on est dans une situation de canal sélectif en fréquence, c'est-à-dire la présence d'interférences entre symboles. Donc comment peut-on remédier ça? Donc le FDM, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va diviser le flux global en des sous-flux avec des débits inférieurs. Donc DI, le débit binaire pour chaque canal, n'est que le débit initial divisé par un nombre de canaux N. Ce qui implique une réduction de bande de chaque canal qui devient à oméga divisé par 8, par n, pardon. Donc maintenant, le nombre n de canaux qu'on doit choisir doit vérifier cette égalité. Il faut que la bande de cohérence soit supérieure à oméga i. Avec oméga i, c'est quoi? C'est la bande passante initiale du flux initial divisé par le nombre de porteuses ou bien de canaux. Donc dans ce cas, on peut arriver à une interférence entre symboles égale à 0. Donc prenons le cas, l'exemple suivant d'une modulation avec une rapidité de modulation R égale à 10 mégasymboles par seconde. Donc ce qui donne une durée symbole TS 1 sur R égale 0,1 microseconde. La transmission se fait à travers un canal de réponse impulsionnelle de longueur de 250 picosecondes. Donc on va prendre ce schéma-là. Donc la réponse impulsionnelle du canal H de taux T à un support temporel égale à quoi? Égale à 250 microsecondes. Donc ça c'est l'axe taux de trajet multiple. Donc chaque symbole va être étalé de combien? Au maximum de 250 microsecondes. Donc en comparant ces deux quantités, donc Tm est très supérieur par rapport à Ts, donc on est en présence d'interférences entre symboles ou bien en présence d'un canal sélectif en fréquence. En d'autres termes, la bande de cohérence elle est inférieure par rapport à la bande passante du signal. Donc maintenant, on peut calculer aussi le nombre de symboles qui vont subir l'interférence entre symboles due à l'étalement d'un seul symbole. Donc la relation est simple, donc c'est 250 microsecondes, c'est-à-dire le temps d'étalement, et on va le diviser par 0,1 microseconde de chaque symbole, ce qui donne 2500 symboles qui vont subir de l'interférence entre symboles. Dans l'exemple précédent, nous avons considéré un système monoporteuse avec un débit symbole de 10 mégasymboles par seconde et un canal avec une réponse impulsionnelle de longueur 250 millisecondes. Donc cette durée correspond à un paramètre Tm du canal, temps d'étalement des trajets multiples. Dans ce cas, nous avons trouvé qu'un symbole va interférer avec k autres symboles adjacents
et ce sera égal à 250 millisecondes, la durée du canal, divisé par TS. Et ce sera de l'ordre de combien? Ce sera 2500 symboles qui vont subir de l'interférence entre symboles par un seul symbole émis. Donc afin de réduire cette interférence symbole, on va faire appel à un système multiporteuse qu'on appelle communément OFDM. Ce système OFDM va utiliser 2048 porteuses N. Donc le débit symbole R OFDM sera quoi? Sera le débit symbole du système monoporteuse divisé par le nombre de porteuses utilisées. On aura une valeur de l'ordre de 4,88 kilosymboles par seconde. Cela équivaut encore à une durée symbole TS' qui est égale à 1 fois la durée symbole d'un système monoporteuse et qui sera de l'ordre de combien? De 204,8 microsecondes. Donc maintenant, si on évalue le nombre de symboles qui vont subir l'interférence de symboles, ce sera 250 microsecondes qui est TM divisé par quoi? Par la nouvelle durée symbole TS'. On aura une interférence de symbole de l'ordre de 1,22 symboles. Donc comme vous le constatez, on a pu réduire le nombre de symboles qui vont subir l'interférence de symboles et de ce fait, l'égalisation sera moins complexe pour un système OFDM. Une question importante à se poser, c'est que la transmission multiporteuse de plusieurs flux simultanément peut créer une interférence entre ces flux. Donc afin d'éviter l'interférence entre ces flux de bas débit symbole, il faut garantir une orthogonalité. Donc l'orthogonalité est une condition nécessaire pour que ces flux transmis en parallèle ne se mélangent pas. Donc l'OFDM, il réalise quoi? Une transmission multiporteuse afin de réduire l'interférence entre symboles, mais en parallèle, il doit garantir une orthogonalité entre ces signaux pour éviter toute interférence entre ces transmissions parallèles. Maintenant, l'écriture du symbole OFDM est la suivante. Donc un symbole OFDM S de T de durée TS, qu'on a noté précédemment TS'. Donc rappelez-vous que ça TS, c'est la durée symbole OFDM. Que c'est une combinaison linéaire de plusieurs exponentielles dont on véhicule des symboles modulés. Donc ces symboles peuvent être des modulations de n'importe quelle forme. Par exemple, si SK appartient à une modulation QM, SK égale AI indice K plus J AQ indice K, avec AQ et I appartient à l'intervalle, par exemple, pour modulation 16 QM, plus ou moins 1, plus ou moins 3. Donc SK est une modulation 16 QM. Donc chaque symbole transmis sur une porteuse, et ces porteuses sont espacées de combien? Donc FK moins FK moins 1. Les deux porteuses adjacentes sont espacées de combien? D'une durée inverse d'une durée symbole. Donc cet espacement qu'on note delta F égale à 1 sur TS, ça c'est la condition d'orthogonalité. Donc la condition pour laquelle les flux transmis sur chaque sous-porteuse ne se mélangent pas est la suivante. Afin de récupérer les symboles transmis sur chaque sous-porteuse OFDM, il ne suffit que de réaliser un produit scalaire. Donc le symbole sur la porteuse d'indice CK égale à quoi? Au produit scalaire entre symbole OFDM S de T et la porteuse concernée, phi K de T. Donc rappelez-vous que le produit scalaire est l'intégral suivant, 1 sur TS, l'intégrale de 0 à TS, le symbole S de T, fois l'exponentielle moins J de pi F K T dt.
Donc ici, l'exponentiel il est conjugué par définition du produit scalaire. Donc afin de récupérer tous les symboles sur tous les sous-porteuses, il faut réaliser ce produit scalaire, un nombre égal à n. Donc k allant de combien? Allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc si vous remarquez, le symbole OFDM de durée TS est une fonction continue du temps. On ne peut pas représenter numériquement, c'est pour cela qu'on doit l'échantillonner à un intervalle d'échantillonnage T échantillon. T échantillon égale à la durée symbole divisée par n. Donc TS c'est la durée symbole OFDM, n c'est le nombre de sous-porteuses dont se signale OFDM, et avec ça on va aboutir à une séquence Sn allant de S0 jusqu'à Sn-1. Cette séquence de symboles porte le nom d'échantillon, porte le nom de symbole OFDM, et cette opération qui permet de trouver le symbole OFDM, les échantillons du symbole OFDM à travers les symboles transmis dans chaque sous-porteuse et la transmission de Fourier discrète inverse, IDFT, dont l'expression est la suivante. Donc le symbole OFDM qui est une collection d'échantillons S0 jusqu'à Sn-1, ça c'est le symbole OFDM. Ce symbole OFDM est une somme d'exponentiels complexes dont le spectre est le suivant. Donc ici, puisque le symbole dans chaque sous-porteuse est de durée limitée Ts, et ce symbole est multiplié fois un exponentiel, donc on aura un sinus cardinal décalé à différentes fréquences. Par exemple ici c'est F1, ici c'est F2, ici c'est F3. Les amplitudes de ces sinus cardinales dans le domaine spectral représentent quoi? Les symboles transmis. Donc S1, S2, S3. Si vous pliez ici, c'est S, c'est les symboles de chaque sous-porteuse. C'est S minuscule. La condition d'orthogonalité delta F égale à 1 sur TS, c'est-à-dire l'espacement entre les porteuses égale à 1 sur TS, elle est visible dans cette représentation. Et tout particulièrement que chaque pic d'un sinus cardinal relatif à chaque sous-porteuse coïncide avec un minimum de la porteuse adjacente. Donc comme ça, l'information présente dans les pics ne se mélange pas malgré le chevauchement du spectre de chaque sous-porteuse. Il faut noter que le chevauchement de sous-porteuse permet de gagner 50% de la bande par rapport à un système FDMA. Comme on l'a décrit précédemment, que les échantillons du symbole OFDM, Sn, sont réalisés à travers une opération IDFT, une opération de transmission de Fourier discrète inverse, des symboles SK de chaque sous-porteuse. Pour accélérer ce traitement, on peut faire appel à une IFFT, mais à condition que le nombre de sous-porteuses sera une puissance de n. Maintenant, l'émetteur OFDM, qu'est-ce qu'il réalise? Une conversion en série parallèle pour aligner un vecteur de symboles de toutes les sous-porteuses. On convertit ça, grâce à l'opération du IFFT, vers un symbole OFDM, dont les échantillons sont de 0 à n-1. Ces échantillons sont des grandeurs complexes, donc il faut transmettre la partie imaginaire réelle sur deux sous-porteuses ou bien deux porteuses orthogonales. Donc le schéma est suivant. Donc le symbole OFDM qu'on a pu réaliser grâce à une opération IFFT, on transmet la partie imaginaire réelle sur un cos et la partie imaginaire sur une autre porteuse orthogonale qui est moins sinus de pi FCT. À la réception, on réalise l'opération inverse, bien sûr avec des filtrages pour éliminer la porteuse. Et l'opération inverse de l'IFFT, ce sera que la FFT. Donc on récupère la partie imaginaire, on les combine, on fait l'opération de FFT en réception et on extrait les symboles de chaque sous-porteuse. Bien sûr ici, on n'extrait pas les SK, mais SK plus le bruit. Comme on l'a décrit précédemment, dans un système multiporteuse, on a trouvé un K égal à
à peu près 1,22 symboles qui vont subir de l'interférence entre symboles. Donc, en d'autres termes, un système multicanal ne permet pas d'annuler complètement l'interversion de symboles, mais pour l'annuler, il faut espacer les symboles OFDM par des espaces de garde, ou bien par un CP. Donc la CP, le temps CP, la durée du CP doit être supérieure ou égale, à la durée Tm, de la durée du canal. Donc afin d'éviter l'interférence entre symboles, même si elle est faible, ou bien de l'annuler, il faut espacer les symboles OFDM par une durée minimale égale à Tm. Ou bien, on utilise d'autres signaux pour remplir ces intervalles de garde, qu'on appelle CP, cyclic prefix. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs types d'intervalles de garde. Soit il est vide, ou bien on utilise une copie d'une fraction du signal comme CP. Donc chaque type d'intervalle de garde a son avantage, et donc je vous laisse le soin d'examiner à partir des slides 77. Maintenant, on va examiner un exemple de conception de liaison OFDM. Donc prenons le cas d'un canal de 800 kHz de bande passante et d'un temps d'étalement de 40 microsecondes. Donc selon la référence suivante, le débit symbole maximal qu'on peut réaliser dans ce type de canal égale à R max égale à 5 kilosymboles par seconde. Vous pouvez vérifier ça dans cet article. Donc avec cette rapidité de modulation, pour une modulation QPSK qui véhicule 2 bits par symbole, donc le débit max égale à 2 fois R max, ce qui donne un débit binaire de 10 kilobits par seconde. Donc on est loin du débit cible de 1,2 mégabits par seconde. Ça, on peut le réaliser avec une modulation au FDM. Donc si le débit maximal est de 5 kB ou 5 kilosymboles par seconde, donc R OFDM égale 5 10 puissance 3 symboles par seconde. Ce qui donne une durée symbole OFDM TS qui est la durée symbole du symbole OFDM plus le temps de garde, le temps CP, sera l'équivalent de 200 microsecondes, c'est-à-dire 1 sur R OFDM. Maintenant, TS', qui est la durée du symbole OFDM pur sans CP, sera égal à 200 microsecondes moins la durée de CP qui est égale par exemple à la durée Tm, c'est la durée minimale, c'est 40 microsecondes. Ce qui donne 160 microsecondes comme durée du symbole OFDM sans CP. Si on a trouvé la durée symbole du symbole OFDM, on peut calculer l'espacement entre les porteuses qui sera égal à 1 sur TS' et sera de l'ordre de 6,25 kHz. Maintenant, dans un canal de 800 kHz, le nombre de sous-porteuses possibles, 1 égale 800 kHz divisé par 6,25 kHz, et on aura un nombre de 128 sous-porteuses avec un temps symbole TS' égal de 160 microsecondes. Temps symbole OFDM, bien sûr son CP. Donc maintenant le débit binaire OFDM sera quoi? Donc si par exemple sur ces 128 porteuses, on va utiliser que 120 porteuses, on va laisser 4 porteuses de part et d'autre du signal pour éviter l'interférence sur les signaux adjacents. Et on va transmettre en modulation QPSK pour chaque porteuse, c'est-à-dire 2 bits par chaque sous-porteuse, et une rapidité de modulation sera égale à 5 kB
on aura un débit binaire égal à 101,2 mégabits par seconde. Donc vous voyez ici que grâce à la modulation OFDM, on peut combattre l'interférence entre symboles due à l'étalement des trajets multiples de 40 microsecondes en transmettant plusieurs signaux parallèlement et en ajoutant un CP égal à la durée minimale ou bien égal à l'étalement des trajets multiples, et avec ça on peut réduire en ayant une interférence entre symboles.